Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer l'envers du décor de ma dernière vidéo car visiblement elle vous a beaucoup plu et ça me fait très plaisir d'ailleurs. En plus je sais qu'une partie des gens qui regardent cette vidéo sont des animateurs amateurs tout comme moi et ces quelques astuces vont sûrement leur donner quelques éléments pour s'organiser et tenter de nouvelles choses, que ce soit visuellement ou en termes de mise en scène. Alors commençons sans plus tarder. Mon espace de travail. Alors mon bureau se trouve dans ma chambre, ce qui est assez pratique pour pas arriver en retard au boulot. Mais du coup je vais en profiter pour faire un room tour, ça va être sûrement beaucoup plus simple pour moi. Alors voilà, c'est ici que je travaille. Bon bah c'est un petit peu le bordel, même si j'ai rangé. Voilà, j'ai mis un nouvel écran là, je vais voir ce que ça donne, mais là ça a l'air beaucoup plus pratique. J'ai un Mac Pro ici, qui date de 2009. J'ai un petit clavier Bluetooth qui m'a pas coûté très cher parce que les claviers Mac, voilà, ça coûte une couille comme on dit. Ça c'est ma tablette graphique, c'est une XP Pen 15.6, première tablette graphique avec écran et je l'ai toujours gardée. Ça fait 3 ans que je l'ai je crois, elle marche hyper bien. Alors ça c'est un Samsung 32 pouces qui est 1080p, une vitesse de rafraîchissement de 60 Hz, donc celui-là voilà, ça fait 2 ans que je l'ai aussi, il marche toujours très bien. Celui-là c'est un Acer 27 pouces 120 Hz, je viens tout juste de le mettre parce que du coup c'est celui de mon frangin et il n'en avait plus besoin pour le moment. Alors j'ai aussi un micro, alors ce micro là c'est un Rode NT USB, voilà, donc c'est le micro qu'utilisent 90% des youtubeurs, les 10 autres pourcents c'est le Blue Yeti je pense. Juste derrière là, on la voit pas très bien, elle est derrière la tablette, c'est une barre de son Bose. Donc quand vous faites du traitement de son c'est important de pas que avoir le casque, il faut aussi avoir un retour sur des enceintes, donc il faut essayer avec des enceintes portatives, des barres de son, n'importe quoi, mais il faut pas rester que sur le casque. Et le casque c'est un Bose QC25, donc à réduction de bruit. Je l'ai acheté il y a très longtemps, donc ça doit remonter, ça va faire plus de 4 ou 5 ans. Souris, Logitech nul, je m'en bats les couilles. Ça c'est un modèle un peu pourri. Alors du coup ici c'est mon placard, c'est là où je range des vêtements, mais c'est aussi là où j'enregistre les prises de son. Mousse acoustique là accrochée, vous fermez une porte comme ça et ça marche nickel. Bon là normalement j'avais un poster Mario Bros 3 qui est par terre là, sous mon sac à slip sale. Je vais attendre d'acheter de la pâte à fixe de bonne qualité avant de le remettre. Et tant qu'à faire, je vais aussi vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette magnifique bécane. C'est un des rares modèles qui possède 2 processeurs cadencés à 2,26 GHz, 4 cœurs chacun, Intel Xeon. Mais vraiment, j'ai vraiment jamais eu aucun souci avec ces trucs là. Alors là on peut voir 2 barrettes de RAM, mais en fait il y en a plus que ça. Il y en a 2 ici et il y en a 2 derrière là, mais que je vais pas montrer. Du coup ça me fait un total de 32 Go de RAM cadencé à 1066 MHz en DDR3, donc ça envoie de la sauce, surtout quand on veut faire tourner After Effects et qu'on rajoute 1 milliard d'effets. La carte graphique c'est une Asus Nvidia 1060 avec 6 Gb de mémoire. D'ailleurs il y a pas mal de poussière. Je vais passer un petit coup d'air sec à l'intérieur. Très important l'air sec. Oh la vache. Oh, il y a plein de poussière là derrière. Alors je sais pas si vous saviez, mais aussi on peut se défoncer avec de l'air sec. Genre en fait vous mettez ça dans votre bouche et après vous aspirez tout et genre après vous êtes défoncé quoi. Bon, on va passer à la suite. Moi je viens de rallumer le truc et j'ai oublié de dire aussi qu'à l'intérieur il y avait un disque dur SSD de 500 Go. Alors le SSD il sert à stocker les données ce qui fait tourner le Mac en fait, le système. Et il sert aussi à stocker les données desquelles je me sers pendant que je travaille sur un projet en cours. Je travaille sur mon SSD et dès que tout est fini, je le déplace vers mon deuxième disque dur qui est un HDD en gros, qui va servir à stocker toutes les données. Et c'est aussi un disque dur qui me sert à stocker plein de fichiers son par exemple, des bruitages etc. et d'autres types d'images. L'écriture. C'est une étape extrêmement importante. Il faut vraiment que vous écriviez le plus précisément possible ce que vous voulez faire dans votre vidéo. À ce moment-là, vous devez être sûr et certain que toutes vos idées soient bien mises en place. C'est-à-dire la mise en scène, les répliques des différents intervenants de votre vidéo, les musiques éventuellement, etc. Ça vous permettra d'avoir une meilleure vision de ce que vous avez à faire et ça vous évitera sûrement d'avoir une idée qui arrive d'un coup et qui pourrait perturber le rythme de votre vidéo. Parce que croyez-moi, ça arrive tout le temps. Si vous devez faire lire votre scénario à d'autres personnes, il est important de ne pas faire de fautes d'orthographe. Bon après là, c'est plus faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que moi et les fautes d'orthographe,
Voilà quoi. Je vous invite donc à vous renseigner sur la mise en page d'un scénario. Il y a tout un tas de sites qui vous expliquent clairement comment faire. Et ça vaut aussi pour vous les storytimers tout blancs là sur fond blanc. C'est pas parce que vous êtes des flemmards que vous devez pas écrire vos idées. J'ai un dossier complet avec vos tronches sur mon ordinateur, alors voilà, genre ouais, c'est complètement raciste ce que je dis là. Ouais. De toute façon, c'était mieux avant quand les gens ils savaient faire de la synchro labiale. Le storyboard. Étape indispensable si vous faites de la mise en scène. Au cinéma, il y a une grammaire et un langage qui doit être respecté pour le confort du spectateur. Il y a par exemple la règle des 180 degrés qui exige que la caméra ne dépasse pas une ligne imaginaire tracée par les deux personnages pendant une scène de dialogue. Je vous recommande d'aller voir le travail de Karim Debache, du Fossoyeur de film, ou encore plus récemment de la chaîne de Ludoc, le réalisateur des vidéos du studio Bagel, qui a une chaîne uniquement dédiée à ça et c'est vraiment très bien fait. Je vais parler de l'introduction de la vidéo pour vous montrer que le langage cinématographique est important. L'ouverture se fait sur un carton noir qui indique le lieu où se passe l'action, avec en fond, pour les plus observateurs, la valse des fleurs de Tchaïkovski. Plan suivant. Oh ben, tu vois l'âge. Une fleur en très mauvais état avec un léger travelling vers la droite. Plan suivant. Gros plan sur une bonne grosse plan sur une crotte avec un travelling vers le haut, qui nous emmène sur un gars sur son scooter qui démarre et sort de l'écran par la gauche. Plan suivant, le type sort par la droite. C'est ce qu'on appelle un raccord de mouvement. L'enchaînement des plans doit se faire de façon fluide. Le choix de la direction des travelling, de la direction des éléments sont très importants. La suite est une succession de champ contre champ qui ne transgresse pas la règle des 180 degrés, mais vu que ça reste dans l'axe des plans juste avant, ça va, on n'est pas trop perdu. Ça m'est déjà arrivé de me tromper dans certaines vidéos et même d'oublier certains détails après coup. Ça permet juste d'être plus exigeant avec soi-même et de minimiser les erreurs. Donc mon conseil, storyboardez si vous voulez passer à l'étape supérieure. Le son. Le traitement du son n'est absolument pas à négliger dans une vidéo. Et si vous pensez l'inverse, vous êtes vraiment un gros con. Faudrait que j'arrête d'insulter les gens qui me regardent. Je sais pas trop si c'est le cas pour tout le monde, mais je préfère faire la partie son d'abord, puis de les scinder en petits bouts et animer par-dessus après. C'est plus simple et ça me donne une mini satisfaction à chaque petite séquence terminée. Pour l'enregistrement, j'utilise le micro que je vous ai déjà montré dans la première partie. Et pour l'écoute, j'utilise aussi le casque et la barre de son que je vous ai montré dans la première partie eux aussi. Bon, à partir de maintenant, je vais parler des logiciels que j'utilise, c'est-à-dire la suite Adobe. Après, rien ne vous empêche de noter les différentes étapes et de les faire sur les logiciels que vous utilisez. Pour le traitement de la voix, j'ai fait ce qu'on appelle un preset, c'est-à-dire une liste d'effets que j'ai prédéfinis et que j'ai appelé voix, rabel, dessin animé. Ce jour-là, j'avais la flemme de trouver un autre nom. Je vais vous montrer les différents effets individuellement sans entrer dans les détails, sinon ça va vous prendre des années et des années et des années et des... Il est composé de l'effet réduction adaptative du bruit, de l'effet aplanisseur du volume de discours, d'un égalisateur paramétrique et d'un limitateur fixe. Si vous enregistrez avec un téléphone, il est beaucoup plus difficile de traiter le son correctement car celui-ci sera déjà compressé. Alors soyez très exigeant avec les conditions dans lesquelles vous enregistrez. Mettez-vous sous une couette, ça marche très bien pour l'isolation. Après avoir fini le traitement des cuts et des différents moments où je bégaye, Et quand il y a plus... Et comme... regarde, l'exemple, elle est... j'ouvre Premiere Pro, je crée un projet en 24 images secondes, c'est très important, et je commence à placer les différents extraits. Pour m'aider, j'utilise aussi les images de mon storyboard. Une fois fini, je place des fondus à l'entrée et à la sortie de chaque son pour ne pas avoir de coupure nette à la fin de chaque extrait. Après, je place des musiques, des bruitages, etc. Et c'est fini, on peut donc passer à la suite, le plus passionnant, ce qui donne du sens au mot animateur, les décors. Je vous ai bien eu. Bon, du coup, les animateurs sur fond blanc, vous pouvez directement passer à la suite parce que ça vous concerne pas, bande de merde. C'est une première pour moi cette partie. C'est vraiment avec ma dernière vidéo que j'ai pu progresser en dessin de décors, même si ça reste assez basique dans l'absolu. J'ai compris que les décors et la perspective, c'est surtout une histoire de tracés et de lignes qui partent dans tous les sens. J'ai dessiné un total de 42 décors, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Je vais pas vous faire un cours sur la perspective ou les décors de manière générale, car tout ce que j'ai appris sur cette étape vient d'une vidéo de la chaîne BAM Animation, qui est très complète selon moi. Et même si vous galérez à comprendre l'anglais, ne vous inquiétez pas, la vidéo est très bien illustrée. Mais si vous voulez vraiment pas faire d'efforts pour comprendre ou progresser, et ben de toute façon, vous n'avez aucune place dans l'animation, et bam, l'animatique. Il va vous falloir du café, du thé, une résistance accrue au stress et de la patience. En vrai, sans rire, cette étape est très importante. Il va falloir vous armer de patience car si vous voulez faire les choses bien, vous allez devoir dessiner 2 à 3 fois vos séquences et respecter certaines règles très rigoureuses et surtout, il va falloir partir du principe que vous allez vous planter et recommencer un grand nombre de fois.
Surtout si comme moi vous faites des scènes de baston toutes les 2 secondes avec des mouvements de caméra. Je pars du postulat que vous connaissez déjà les 12 principes de l'animation. Si ça n'est pas encore le cas, allez jeter un œil à la série de vidéos de Alan Baker. C'est très bien réalisé et c'est une base pour tous les animateurs. Si vous aimez les livres, je vous conseille l'animation cartoon de Preston Blair et le kit de survie de l'animateur de Richard Williams. Ce sont des valeurs sûres. Le logiciel que j'utilise est Adobe Animate. Il a beaucoup de défauts, il n'est pas forcément adapté à l'animation image par image, mais il a avec lui un atout non négligeable. Les animations sont dans un format vectoriel. L'avantage de ce format vectoriel, c'est qu'il ne pèse pas grand chose, qu'il est possible de le travailler correctement sur le logiciel After Effects, et que les différents calques peuvent être agrandis à l'infini sans aucune perte de qualité. Pour vous montrer comment j'organise l'animatique, je vais utiliser un de mes premiers plans, car il y a encore toutes les indications présentes sur les différents calques. Par la suite, j'ai préféré faire le moins de calques possible, car le logiciel a tendance à planter lorsqu'on en fait trop. Je règle toutes mes compositions en 24 images secondes. Il faut commencer par établir une charte d'images qui va déterminer la vitesse de vos mouvements. Elle peut concerner des éléments indépendamment les uns des autres. Par exemple, pour un mouvement lent comme celui de la fleur, je fonctionne en pas de 3, c'est-à-dire qu'un dessin va durer 3 images. Puis pour ralentir son mouvement, je passe en pas de 4. C'est ce qu'on appelle le timing. Généralement, on ne va pas aller au-delà de 3, et pour un gros plan comme celui-ci, c'est justifié. Ensuite, je dessine les images de début et de fin, puis les images clés, et enfin les intervalles, ce qui donne la boucle suivante. Pour cette fleur, c'est assez facile, mais pour d'autres séquences, ça demande beaucoup plus de jugeote. Mais ma façon de travailler est plus ou moins là. Je vous invite aussi à essayer de faire comme ça, parce que j'en ai marre de voir les mêmes animations avec les persos qui rebondissent juste pour changer de position. Le clean. Bon, tout ce que vous avez à faire pour cette étape, c'est de mettre un casque avec vos musiques préférées, de bien calibrer vos paramètres de tracé, et de dire à vos proches que vous partez faire un voyage au fin fond de la folie, parce que là... Sérieusement. À cette étape de la production, le travail de réflexion est fait. Cela dit, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que l'animation c'est un truc de passionné. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner à part prenez votre temps, appliquez-vous et apprenez à dessiner. Ça c'est un défaut que j'ai. J'ai encore beaucoup de lacunes en dessin, on m'a fait remarquer à plusieurs reprises que l'anatomie de mes personnages est un peu bizarre et je vois parfaitement ce qui cloche. C'est d'ailleurs un de mes prochains axes d'amélioration avec la productivité, mais ça j'en parle à la fin de la vidéo. Donc si vous en êtes là, bonne chance. Le compositing. Le compositing, c'est toutes les étapes de post-production où tu rajoutes des effets de couleur, du flou, des mouvements de caméra, des tremblements et j'en passe. Comme je l'ai dit un peu avant, je travaille sur After Effects. J'ai mis en place plusieurs presets d'effets que je pose par-dessus mes compositions. Pour les intéresser, voilà de quoi est composé mon calque d'effets. Ajout de grain, turbulence, turbulence grain et contour brut. Attention, cela dit, si vous faites un simple copier-coller, ça pourrait ne pas marcher parfaitement avec votre composition. C'est un peu comme une recette qui, je trouve, se marie bien avec mon univers graphique. Alors essayez de jouer avec les différents paramètres et trouver votre propre mélange. Ensuite, pour la première fois, j'ai appliqué des textures sur mes décors. Ça donne plus de volume aux différentes surfaces, ça fait moins vide, mais attention à ne pas en abuser non plus. Pour appliquer correctement une texture, il vous faut déjà une texture. Pour ça, pas la peine de chercher 10 ans et taper texture.com sur Google. Vous aurez tout un catalogue de textures très variées, choisissez la plus adaptée, pas la peine de la prendre dans une trop grande résolution non plus. Pour la placer correctement sur un mur par exemple, j'utilise l'effet 4 coins qui va me permettre de placer la texture où j'en ai envie. Puis en face du calque de la texture, je clique sur Mode, Incrustation, et je baisse de moitié l'opacité. Et enfin, j'applique un léger flou gaussien. Je vais aussi vous donner une dernière astuce. L'onglet style de calque permet de donner tout un tas d'effets supplémentaires comme le satin, les incrustations de dégradés et de couleurs qui peuvent donner encore plus de vie à votre animation, alors ne vous en privez pas. La 3D. Alors pour ce point-là, je vais laisser le principal intéressé vous expliquer ce qu'il a fait. Voici Nairo. Le premier plan qui m'a été donné de faire, c'est celui-ci. Donc là c'est une vue de haut. Les éléments principaux étaient le pont, plus tout ce qui est bateau et maisons un peu sur le côté, plus la route. Donc j'ai fait ça dans le cinéma 4D. Avec Arabelle on a trouvé un modèle de pont qui ressemblait plutôt pas mal à ce qu'on cherchait. Il avait tout ce qu'il fallait sauf quelques éléments comme les 2 piliers qu'on a dû un peu modifier, que j'ai un peu étiré sur la largeur. Ensuite il y avait du coup les trottoirs qui étaient du coup des petits éléments pas trop importants mais qui restaient... ça reste du détail, c'est toujours cool quoi. Il y avait le trottoir qu'on a rajouté, plus tout ce qui est barrière. Ensuite, du coup, via ce pont, j'ai simulé une destruction. Alors sur une image, donc il n'y a pas eu d'animation ou quoi. Donc voilà
Voilà, une simulation, enfin pas vraiment une simulation, mais comme si le pont avait été détruit pour que Arabelle puisse redessiner par-dessus et qu'il ait déjà une idée de comment intégrer son explosion sur le pont. Ensuite, il fallait faire tout le décor autour. Du coup, j'ai commencé par les bateaux. Alors, on a trouvé des modèles 3D de bateaux. Alors, il y en a plusieurs. C'était des modèles gratuits. Du coup, ça nous a permis d'économiser pas mal de temps. Vraiment énormément de temps. Pareil pour les maisons qui sont sur le côté là, sur toute la ligne. Ensuite, avec ces bateaux-là, du coup, j'en ai mis aussi un petit peu sur le côté, comme s'ils étaient en circulation. Donc, sur ma vidéo là, j'ai fait mon ponton tranquillement. Alors, du coup, c'est juste des cubes, hein, des cubes qui sont tout plats que j'ai étirés comme je voulais. Alors, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Du coup, j'ai dessiné une spline tout autour du ponton, comme ceci, à peu près. Je vais la faire très rapide. Voilà, c'est vraiment très grossier. Mais c'est l'idée, donc surtout pas que ça touche le ponton. Après on va voir comment réarranger ça en fonction de la taille des bateaux et de comment ils sont arrangés. Ensuite j'ai pris un cloneur, j'ai mis mes différents modèles de bateaux à l'intérieur et j'ai dit au cloneur, hop, tu te mets un mode objet et je mets ma spline dedans. Hop. Donc voilà, du coup les bateaux sont mis sur la spline. Donc là voilà, forcément c'est très moche parce que ma spline est faite n'importe comment. Du coup avec la spline de base, ça donne ça. Alors, je vais supprimer celle-là. Hop, ça donne ça. J'avais fait ça aussi un peu à la va-vite, mais l'avantage c'est qu'on peut réarranger un peu tout comme on veut. Si par exemple celui-là je le trouve trop près ou trop loin, hop, je peux venir le bouger comme ça. Hop, je peux vraiment le bouger comme je veux. C'est ça qui est avantageux. Pareil pour ce côté-là. Donc voilà, bah, vraiment même technique. Pour les maisons, j'ai fait une spline, pareil, qui est toute droite, donc qui fait tout le long ici, et j'ai mis un cloneur comme sur les bateaux. J'ai mis un cloneur avec toutes les maisons, et voilà, ça permet de tous les aligner correctement avec des distances à peu près égales entre chaque. Et du coup, avec le randomizer que je peux mettre dans l'effector, si je glisse dedans comme ça, je peux venir randomiser la taille des maisons. Donc là j'ai mis une valeur très faible, si je mets 1 par exemple, vous voyez que là il fait toute petite maison et des beaucoup plus grosses. Et voilà, l'inconvénient c'est que là il y a un espace très grand par rapport à là par exemple. Mais on peut venir bouger ça si je veux bouger pareil, un effet de randomisation sur la rotation. Ça me permet de jouer un peu comme je veux avec les maisons. Évidemment là ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà, même technique que pour la maison, pour les arbres ici, pour les lampadaires, pareil. Donc dans un second temps, j'ai créé cette image, alors du coup bah, qui est l'arène de Smash Bros. Du coup c'est juste une image fixe pour le coup. Arabelle avait juste besoin d'une image fixe qu'il a pu juste bouger après dans le temps, donc je l'ai rendu en 4K. On arrive dans ces 4D, encore une fois, donc voilà le modèle 3D qu'on a réussi à trouver. Il est vraiment pas très beau comme ça. Donc il y avait ce Sky Dome autour pour avoir un semblant de lumière, mais on a préféré pas l'utiliser parce qu'il convenait pas à nos besoins là. Du coup il y avait plusieurs choses qui allaient pas dans ce modèle, même si globalement il était vraiment pas mal. Par exemple les plantes là qui étaient toutes plates, ce genre de choses qu'on a dû enlever. Ainsi que les nuages là, pareil, c'était juste un plan tout plat, il n'y avait pas vraiment de relief dans les plans. Les bâtiments là, on a décidé quand même de les garder. Ils rendaient plutôt quand même ça, plutôt bien rendu. Même si c'est des trucs tout plats, on les a quand même gardés pour le coup. Ce que j'ai fait, bah du coup j'ai enlevé toutes les plantes là qui ne nous plaisaient pas. Donc on a gardé ça globalement. On a mis une petite caméra juste ici avec une focale à 20 mm. Donc là on avait bien ces deux trucs là. Alors pour l'instant vous dites que ça rend plutôt moche, mais du coup pour ça j'ai utilisé le moteur de rendu Octane qui permet d'avoir des rendus beaucoup plus beaux en beaucoup moins de temps. Du coup voilà ce que ça donne. Ensuite sur ce plan là on est venu y rajouter du coup des plantes, de l'herbe. Le problème là à ce niveau là c'est que l'herbe venait aussi sur les pavés, donc ça on voulait pas. Donc avec les effecteurs là on peut décider d'une zone
où la scale, donc l'échelle des plantes est à -1, donc elle est inexistante. Du coup, je vais vous montrer ça juste ici. Donc là, toute la zone, tout le cône en fait que j'ai installé ici, alors je vais mettre ça en pause, sinon ça va faire que de lag. Tout le cône là que j'ai mis ici, du coup, c'est là où les plantes vont pas aller en fait. Donc, je vais vous montrer ça. Là, si je réduis, ouais, vous voyez que là, les plantes, elles viennent sur les pavés. Donc bah du coup, même chose pour les fleurs. Si vous n'avez pas trop compris, je vais vous montrer. Alors ça, j'ai fait ça avec le scatter de Octane. J'ai fait ça avec le plugin Forester, qui permet d'avoir des fleurs, une librairie de fleurs qui est plutôt pas mal. Donc là, il y a l'herbe aussi que j'ai pu utiliser. Donc il y a plusieurs types de fleurs. Après, voilà, vous prenez ce qui vous plaît. Ensuite, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous mettez ça dans le scatter de Octane. Donc c'est comme le cloneur qu'on a vu tout à l'heure, mais en beaucoup plus puissant. Et vous voyez que là, j'ai pu en mettre 75 000 et ça marche plutôt bien. Enfin, ça lag pas trop, ça crache pas. Du coup, une fois que j'ai mis toutes mes plantes comme il faut, je le mets en mode surface et du coup, je dis au scatter qu'il faut qu'il mette les plantes sur la surface que je lui ai indiqué, donc le sol en question, qui est juste ici là, donc l'arène du coup. Hop, je prends l'effecteur plane, je décide de le mettre ici. Donc là vous voyez que l'herbe est vraiment partout. Mais avec mon plan, j'ai décidé de venir faire un cône. Et je vais l'agrandir. Et j'ai oublié, on met bien sûr dans la scale, on met -1 du coup pour que sa taille soit négative, donc inexistante. Là, vous voyez déjà qu'il y a un trou, ça fait un trou déjà au milieu. On va l'agrandir encore. Hop. Voilà, une fois qu'on est content, on laisse comme ça. Après bah voilà, même processus pour les fleurs, pareil avec les fleurs de Forester. Du coup, on a mis un petit personnage pour voir à peu près avoir une idée de la taille du personnage de Arabelle, pour une idée de l'échelle. Et ensuite on a venu rajouter des nuages en fond. Alors ça c'est le truc qui bouffe pas mal au niveau des ressources d'ordinateur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ça que sur une image et pas sur toute une animation. Donc là j'ai décidé de faire mon rendu en alpha, donc le fond est transparent. Du coup je vais rajouter derrière un ciel avec une image de ciel avec des nuages colorisés dans After Effects avec des teintes du coup des nuages un peu orangés pour que ça matche bien avec les nuages qu'on avait déjà créés auparavant quoi. Bon, vous l'avez bien vu, le mec est un crack. Il n'est pas vidéaste sur YouTube, mais par contre il fait des trucs sur Instagram et Twitter. Et c'est vraiment du bonbon pour les yeux. Les questions. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions précises sur la création de mes vidéos. Et j'ai eu pas moins de 4 questions. Waouh! Dont une qui me demandait mon logiciel d'animation, mais le mec a à moitié répondu à sa question. Et une autre qui me demandait si je bouffais du fromage. Alors oui, j'ai beaucoup mangé du Madame Loïc sur du pain de mie jaqué en tranches. Le goût du bon pain. Mais plus sérieusement, voici les 2 autres questions posailles. Tu animes avec des références? Si oui, pourras-tu les montrer à côté des scènes concernées? Alors j'en ai eu 2, et c'est celles qui me paraissent le plus bizarres. La première, c'est celle de l'écran de victoire de Smash Bros. Là, j'ai voulu refaire une pose du personnage de Terry Bogard. J'ai pas fait un copier-coller parce que la musculature des 2 personnages sont beaucoup trop différentes, mais sur mon grand écran, j'avais la référence, et sur mon écran de tablette, je dessinais. En fait, je pense que ce qui m'a gêné, c'est que c'était pas un mouvement que j'avais imaginé à 100%, du coup ça faisait un peu bizarre pour moi. Et l'autre plan avec référence est celui du pont à la fin, et vous savez sûrement pourquoi je l'ai pas fait à l'œil nu. En fait le truc c'est que c'est hyper fourni en détail, du coup si je voulais le faire à l'œil nu, ça m'aurait pris environ plusieurs dizaines de millions d'années. Du coup j'ai préféré tout rotoscoper. Je compte peut-être me mettre à l'animation 3D, parce que ça pourrait vraiment me faciliter le boulot, surtout pour les grosses scènes ambitieuses comme celle-là. Parce qu'avec cette vidéo j'ai appris que je pouvais plus ou moins tout faire, donc j'ai pas envie de me priver. Et l'autre question était, quelles sont tes références en animation et en humour pour cette vidéo? Alors effectivement, j'ai bien placé à quelques endroits des mini-références à plein de trucs de mon imaginaire,
et j'aime bien voir les gens les découvrir en commentaire, je trouve ça très marrant. Alors du coup, voici la liste de ce que je considère être les références cachées de ma dernière vidéo. On a les chiffres qui représentent le pourcentage de rage du personnage principal du manga Mob Psycho 100. Il y a la mise en scène façon The Office que j'ai regardé assez récemment et que j'ai vraiment adoré. Il y a Captain Tsubasa ou Olive et Tom en français. Et en plus, il y a une référence à une des scènes les plus connues de City Hunter, Nicky Larson en français, dans la même séquence. Dans le plan de la boîte aux lettres, j'avais demandé à des gens sur Instagram de me donner des idées pour la remplir. Évidemment, il y a une JoJo référence. Il y a une grosse référence à la série de jeux Super Smash Bros. Avec la création complète d'un Final Smash personnalisé. Il y a Jean-Marie Le Pen qui est là pour désamorcer une vanne que certains pourraient trouver un peu borderline. Et enfin One Punch Man pour le côté complètement abusé du combat de fin. Ensuite, pour les références à l'animation en général, l'esthétique des animés fin 80, début 90, de la 3D. Et là j'ai mis le paquet, j'ai mis tout ce que je savais faire en 3D. Et à la fin j'ai voulu faire une scène à la Yutaka Nakamura, qui est un animateur, un des meilleurs animateurs au monde, qui fait des scènes d'action complètement abusées, qui sont visuellement très difficiles à saisir, mais qui paraissent quand même très stylées. Et après, pour des références à l'humour, j'ai pas vraiment réussi à mettre le doigt dessus, donc je pourrais pas vraiment y répondre. Du coup, je pense avoir tout dit, mais la vidéo n'est pas tout à fait finie. Voilà, je voulais annoncer quelque chose. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé d'améliorer un de mes points faibles, qui est la productivité. Comme beaucoup de créatifs, j'ai plein d'idées en tête et j'aimerais les mettre en forme sans forcément prendre 7 mois pour les réaliser. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un défi, réaliser une vidéo storytime en 1 semaine. Je pense que c'est très faisable et j'annoncerai probablement le top départ sur Instagram et sur Twitter dans la soirée ou dans les quelques jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Parce que oui, j'ai oublié de le dire comme un con la dernière fois, mais j'ai un compte Twitter maintenant. Alors allez jeter un œil, tout est dans la description. J'aimerais aussi vous proposer d'autres types de contenus en rapport avec l'animation, mais vous verrez ça en temps voulu. Bon, merci d'avoir tenu jusque là, en espérant que vous ayez les éléments de réponse escomptés. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Allez sur mon compte Instagram, mon Twitter et celui de Nairo aussi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!